Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Informatique News qui organise aujourd'hui une table ronde sur le thème du cloud hybride ou du multi-cloud. Et en fait, si on se reporte quelques années en arrière, on est passé assez rapidement de la virtualisation des serveurs à la virtualisation complète des infrastructures IT et du data center dans les entreprises. Et tout ça s'est fait de manière assez rapide. Et si on se souvient, en 2011, Marc Andreessen avait écrit un article dans le Wall Street Journal dont le titre était assez évocateur, puisqu'il disait le software va dévorer le monde. Et effectivement, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, quelle compréhension de ces deux notions de cloud hybride, de multi-cloud doit-on avoir? Quelles infrastructures IT mettre en œuvre dans les entreprises? Quelles solutions techniques envisager? Autant de questions que nous allons essayer d'aborder et pour lesquelles on essaiera également d'apporter des réponses. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Yves Pellemans, qui est CTO de la société Axians. Nous avons Hervé Oligny qui est manager avant-vente de VMware France et Stéphane Berthaud qui est directeur technique de la société Vim France. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors Yves Pellemans, je vais commencer par vous. Donc vous êtes CTO d'Axians. Axians est un intégrateur qui est spécialisé dans tout qui est technologie cloud. Donc vous allez peut-être nous dire deux mots pour nous expliquer un peu qui est Axians. Et aussi en fait ce que je souhaiterais savoir c'est finalement, par rapport à vos clients, où est-ce qu'on en est dans ce cheminement finalement que j'ai décrit, virtualisation des serveurs, c'était relativement simple, c'était déjà compliqué à l'époque, mais c'était relativement simple, à quelque chose de beaucoup plus étendu, qui est finalement la virtualisation de quasiment tout ce qui existe, ce qui a trait à l'informatique dans l'entreprise. Tout à fait, Guy. Donc un petit mot sur Axians. Oui, Axians aujourd'hui c'est un groupe de 9000 personnes qui fait 2 milliards en Europe, qui fait partie du groupe Vinci Énergie et dont le métier est l'ICT au sens général du terme. On fait du cloud, du data center, on fait aujourd'hui de la sécurité, de la cybersécurité, du réseau et de la mobilité. Donc il faudrait presque dire ce que vous ne faites pas. Exactement. Exactement. Mais l'IT est devenu un tout. On parle d'usage effectivement dans cette transformation. Donc cette transformation, elle est guidée par quoi? On parle beaucoup de transformation digitale. Cette transformation digitale, c'est nos clients qui ont des métiers et ces métiers, ils veulent les rendre en termes de service à plus de proximité possible de leurs clients. Donc ils digitalisent ou la relation client par des applications, ils digitalisent le process de fabrication, le process de production, enfin l'intégralité aujourd'hui de leurs besoins métiers, ils essayent de les mettre en software pour pouvoir aller plus vite, répondre au plus près aux besoins de leurs clients. On a eu effectivement cette démarche en 2011, comme vous le citiez, à vouloir effectivement aussi digitaliser et numériser, on parle nous d'énergie numérique, quand on parle aujourd'hui d'IT, de numériser l'informatique de façon à ce qu'elle devienne une énergie consommable, un peu comme un robinet qu'on ouvre et qu'on ferme. Ça a fait deux choses. Un, l'explosion de la virtualisation, comme vous le disiez, sur toutes ses formes, le réseau, Software Defined Network, le stockage, Software Defined Storage, enfin, Software Defined Data Center, comment le data center donner logiciel, pour un impact premier, la réduction des coûts, qui a toujours été le premier des indices d'un DSI en termes de mesure, combien me coûte mon IT quand je la produis. La réduction des coûts parce que d'un seul coup, on rendrait agnostique la partie infrastructure, un processeur x86 reste un processeur x86, un réseau, un stockage, d'accord. Et on pouvait, grâce à ces couches d'abstraction, mettre en concurrence les fabricants d'infrastructures, en baisser le coût de possession. On a fait ça de 2011 à 2015, on va dire. À partir de 2015, on s'est dit qu'avec ces couches logicielles, où on avait enlevé les silos, on pouvait réunir l'ensemble des ressources et les distribuer à la demande, on pouvait commencer à faire deux choses. Un, avoir une démarche de catalogue de services. Qu'est-ce que je produis, pour qui, pourquoi, et à combien? Donc les notions de chargeback et de billing qui arrivent dessus. Puis deux, dire dans ces services que je produis, qu'est-ce qui est automatisable, c'est répétable, sur lequel l'erreur humaine est dommage, ou à un coût certain. Et là, on a tout un challenge de transformation, je dirais, aujourd'hui, sur la partie automatisation, pour avoir des centres de services qui sont automatisés au maximum. Je appelle ça souvent le data center next generation. Ça sera un cloud privé, nos clients le savent, qui sera massivement automatisé et qui discutera à l'extérieur. Alors justement, on parlera de cette notion d'automatisation, mais est-ce que vous pouvez nous dire dans ce cheminement, parmi vos clients, où ils en sont? C'est-à-dire, est-ce qu'il y en a encore qui sont au tout début, qui n'ont pas encore engagé ce chemin, et est-ce qu'il y en a qui sont presque déjà arrivés au terme, même s'il n'y a pas de terme, puisque de toute façon, ça va toujours évoluer?
Vous avez vu tout comme moi, hein, la croissance de VMware, la croissance de Vim. Cette croissance a été portée par cette massification de la virtualisation. J'utilise le terme massif parce que réellement, aujourd'hui, il est rare de tomber sur un client qui n'a pas 60 à 70% de virtualisation, même dans les moins évolués sur cette virtualisation. On a beaucoup attaqué le compute, on a beaucoup attaqué le stockage. Aujourd'hui, il y a une grosse maturité sur le réseau, il y a beaucoup de gains en termes de coûts sur le réseau à faire, sur cette virtualisation et cette automatisation. On a un niveau qui est fort dans les entreprises. Le passage, par contre, à l'automatisation est quelque chose de beaucoup plus délicat aujourd'hui, parce qu'il y a des tâches intermédiaires. La tâche de définir ce que je veux faire, ce qu'on appelle un catalogue de services dans notre jargon, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais proposer aujourd'hui à mes métiers, et de quels sont les actes qui vont aujourd'hui avoir de la valeur pour être plus rapides et automatisés. Très bien. Alors, vous avez utilisé le mot silo, donc j'avais en tête ILO, c'est à peu près la même chose. Et donc, Hervé Leny, donc chez VMware, évidemment, on vous connaît comme le leader incontesté de la virtualisation, mais comme on le disait, les choses ont beaucoup évolué. Et en particulier, on parlait là, juste à l'instant, virtualisation des serveurs, virtualisation du stockage, virtualisation du réseau, qui est arrivé un petit peu après. Et tout ça nous amène à la notion d'hyperconvergence. Et finalement, en quoi cette notion d'hyperconvergence apporte des solutions et finalement, VMware fait quoi dans ce domaine? Alors vous avez absolument raison de tout mettre ensemble, puisque l'hyperconvergence c'est rassemblé au sein d'un même châssis, à la fois les serveurs virtuels, les serveurs physiques sur lesquels résident les serveurs virtuels, le réseau virtualisé la plupart du temps, et puis le stockage virtualisé. Les intérêts, c'est qu'on peut encore tirer davantage de bénéfices de son data center. Lorsque la virtualisation a commencé chez VMware, c'était il y a 20 ans. VMware fête ses 20 ans cette année, en 2018. Je vous dirais, chez IBM, ça avait commencé encore bien avant. Alors vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, VMware a été créé sur le concept d'IBM, porté sur les serveurs x86. Absolument, tout à fait d'accord avec vous. Eh bien, lorsqu'on a commencé à s'intéresser d'abord à la partie serveur, et les gains ont été immédiat, c'est-à-dire quand on parle de massification, ça a été vraiment une vague de fond de virtualisation de serveurs qui est arrivée. Et puis ça a un petit peu stagné jusqu'à ce qu'il y ait soit des rachats, soit des développements internes chez VMware qui ont relancé la machine, et on est encore à l'heure actuelle, je dirais même pas à 10% de nos clients historiques sur l'hyperviseur, sur la partie virtualisation de serveurs, qui ont fait le pas vers la virtualisation de stockage, vers la virtualisation de réseau. Donc on a encore pas mal de chemin à faire avant même d'atteindre l'automatisation dont parlait Yves à l'instant. On a encore pas mal de chemin, et l'hyperconvergence, c'est le plus court chemin pour pouvoir y arriver. C'est-à-dire que si on se fixe comme objectif de s'approcher le plus possible des clouds publics, avec leur catalogue de services, avec leur automatisation, le plus rapide pour y arriver, c'est de passer par l'hyperconvergence, c'est-à-dire de se dire finalement, depuis une seule console centralisée, je vais pouvoir déployer mon réseau virtuel, mon stockage virtuel, en même temps que mes serveurs virtuels. Et non seulement je vais faire ça, mais je vais faire ça dans un modèle de delivery de services métiers. Et c'est là où l'hyperconvergence va vraiment faciliter et fluidifier le process, plutôt que de travailler en silo, comme vous le mentionniez, à savoir, si je dois attendre qu'un administrateur de réseau me fournisse un VLAN, qu'un administrateur de stockage me fournisse mon environnement pour pouvoir commencer à faire mes développements d'une nouvelle application, eh ben, il va se passer un petit peu de temps. L'hyperconvergence, je rajoute un serveur dans ma grappe de serveurs, et automatiquement, j'ai de la puissance pour pouvoir démarrer le plus rapidement possible. L'intérêt majeur reste l'industrialisation, dans tout ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce qu'on fait avec le public? Ils ont industrialisé des boîtes sur lesquelles ils mettaient du processeur, de la mémoire, du réseau et du stockage. L'industrie nous a apporté aujourd'hui l'hyperconvergence qui nous permet de faire la même chose sans être aujourd'hui un service provider avec des très grosses équipes qui peuvent le développer. Précisément parce que c'est défini par le logiciel. Exactement. Très bien. Alors, Stéphane Berthaud, finalement, on a tout un tas d'infrastructures à notre disposition qu'on peut mettre en œuvre, mais la finalité de tout ça, c'est pas d'avoir les plus belles infrastructures du monde, c'est de pouvoir gérer les données de la manière la plus sûre et sécurisée. Donc, il faut évidemment offrir les fonctions de base, hein, backup, restauration, après la gestion intelligente des données, l'automatisation des process.
Comment vous, qui êtes le spécialiste de tout ça, vous vous adaptez à cette évolution et à l'apparition de ces infrastructures un petit peu plus compliquées? Alors, comme vous l'avez mentionné, justement, le besoin, c'est de garder une homogénéité dans la protection des données, que ce soit en termes de niveau de service garanti, que ce soit en termes de capacité de remise à disposition des données, ce qu'on appelle les RTO, les RPO. Pour revenir un petit peu sur ce que disait Hervé sur l'hyperconvergence, Yves l'a mentionné aussi, c'est pour une bonne part, ce sont des technologies qui ont été développées au départ par des cloud providers, mises à disposition des clients finaux dans leur data center. Donc au final, le data center devient un cloud parmi d'autres. Et dans un environnement, dans un contexte où, à l'heure actuelle, le multicloud n'est pas un choix chez les clients. C'est un sujet très évoqué en ce moment, le multicloud, mais c'est pas un choix qui va se faire et qui va s'opérer. C'est une réalité qui est déjà, qui s'impose déjà aux clients, puisqu'il suffit d'avoir quelques machines qui tournent dans un cloud public, quelques applications SaaS, et on a déjà des environnements multicloud. Donc, dans ce contexte, il faut effectivement être capable de garantir une protection des données, comme je disais, qui soit homogène. Et pour ça, effectivement, une approche software-defined est absolument nécessaire, puisqu'il faut absolument être décorrélé à la fois des technologies matérielles. Donc ça, c'est ce qui a permis la virtualisation, évidemment. Mais avec ces environnements multi-cloud, il faut aussi une décorrélation par rapport au type d'environnement, le type de cloud provider chez qui on va se provisionner en énergie numérique. Et donc, ça suppose effectivement une plateforme qui soit capable de prendre en compte l'ensemble de ces environnements, tout en fournissant une protection absolument homogène, avec les mêmes niveaux de service que ce qui a pu être proposé dans le passé dans les data centers. Parce que précisément, ça aurait évidemment été plus simple si tous ces environnements étaient standardisés, mais a priori, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et effectivement, même si certaines technologies sont nettement plus répandues que d'autres, je pense bien évidemment à VMware, les grands fournisseurs de cloud public peuvent aussi choisir des technologies plus open source, par exemple, ou d'autres fournisseurs. Donc effectivement, une hétérogénéité des solutions sous-jacentes qui nécessite justement d'avoir une capacité à faire abstraction de ces infrastructures pour proposer le même niveau de service, quel que soit l'environnement. Et donc ça complique un peu votre travail, si je peux dire. Ça complique notre travail. C'est aussi l'intérêt des solutions. Ça nous permet effectivement de proposer à la fois des solutions qui sont assez dans leur finalité traditionnelle, c'est-à-dire la capacité à prendre des images de données le plus rapidement possible, avec le plus d'efficacité possible, les remettre à disposition le plus rapidement possible, et ce, quel que soit l'environnement. Donc ça nous amène aussi, nous, à fournir pour un besoin qui reste fondamentalement le même, fournir des technologies, des innovations qui sont fondamentales pour pouvoir adresser ces environnements multiples. Et alors, vous-même, pour offrir ces différents services sur des clouds qui sont différents, c'est encore une couche d'abstraction qu'il faut ajouter à cet ensemble-là? C'est une évolution de la plateforme existante qui, à l'origine, s'appuie beaucoup sur les API fournis par les solutions d'hyperviseurs, VMware notamment, qui permettent justement de complètement décorréler l'infrastructure matérielle des instances, des workloads qui vont tourner sur ces infrastructures. Et donc, en étant ça à l'utilisation, donc pour notre plateforme, c'est simplement étendre l'utilisation à d'autres types d'API, que ce soit celles proposées par Amazon, par exemple, dans AWS, que ce soit celles proposées par Microsoft dans Azure, voire adresser, dans les cas où on n'a pas accès à ces couches sous-jacentes, ou dans les cas où on n'a pas accès à une API, utiliser une approche plus traditionnelle avec un fonctionnement par agent installé dans les instances qui nous permettent complètement de nous affranchir de la technologie et d'hyperviseurs sous-jacents. Très bien. Alors, on a fait un premier tour, on a utilisé des mots et des concepts multi-cloud, cloud hybride. Je reviens vers vous, Yves Pellemons. Finalement, est-ce que déjà, dans un premier temps, vous pouvez donner une définition relativement simple de ces deux notions? Et est-ce qu'un client qui a l'idée d'évoluer vers ces plateformes-là, est-ce qu'il y en a une à choisir parmi les deux? Est-ce qu'il y a une évolution qui fait qu'on va passer par l'une pour aller vers l'autre? Est-ce que vous pouvez débrouiller un petit peu tout ça? Oui, alors historiquement, on est passé d'abord par du cloud hybride. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a cru? On a cru que des infrastructures massivement virtualisées, avec une capacité de créer un catalogue de services, permettaient de le faire ici chez vous, dehors chez un service provider privé, voire un service provider public, Amazon, Azure, Google et qui vous voulez. Avec des procédures un peu différentes, évidemment. Avec des procédures différentes. C'est-à-dire que là où on a des typologies différentes d'hyperviseurs, on a dit que le cloud public était plutôt basé sur de l'open source, alors que
89% des clients dans les entreprises ont du VMware en termes de plateforme. C'est un chiffre aujourd'hui IDC sur cette partie répandue dans les data centers. Donc est-ce que vous êtes en train de dire que VMware devrait passer à l'open source? Non, peut-être pas. On en fait déjà. Ils en font déjà. Heureusement. Mais comprendre qu'on peut avoir des bases de virtualisation, mais aussi de management de la virtualisation qui sont différentes. Et on a cru au cloud hybride, c'est-à-dire on peut mettre un catalogue de services. C'est quoi un catalogue de services? C'est capable de mettre un serveur, un operating system, une application métier ou une base de données à disposition par un simple clic. D'accord? On a cru pouvoir se dire, ce catalogue de services, on va le délivrer à la fois chez moi, sur mes processus, ma sécurité et mon environnement, le déployer sur mes sites distants, et là c'était relativement facile de faire du cloud hybride entre un privé, un cloud privé, un autre cloud privé. Vous êtes dans un réseau connu, celui de votre entreprise, avec des utilisateurs connus, vos salariés, qui ont un bulletin de salaire, un numéro de sécurité sociale, qui sont inscrits dans un annuaire d'entreprise. Et on a dit, si j'étendais ça au cloud public, qui est un environnement sur lequel je maîtrise ni les infrastructures, ni la sécurité, ni qui s'y connecte, ni le mode de connexion, qui est souvent un mode de connexion publique, c'est-à-dire par Internet. Ça a marché dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on a vu les grands projets arriver, 2011, 2012, 2013, se faire, mais on s'est aperçu qu'il y avait une problématique technique qui disait que les environnements n'évoluaient pas à la même vitesse et n'avaient pas les mêmes normes, forcément, de gestion. Je m'explique, si vous prenez AWS aujourd'hui, dont on parle beaucoup, c'est une mise à jour majeure de leur environnement de provisioning, de leur catalogue de services, tous les jours, 365 par an. Donc tenir en maintien en condition opérationnelle, c'est-à-dire de façon très opérationnelle, quelque chose qui soit capable de produire chez vous et chez ce service provider là public, mais je pourrais en citer un autre, ça serait la même chose, les mêmes assets, et que ça marche tout le temps, demande beaucoup de maintien en conditions opérationnelles. Ça, c'est le premier constat qu'on a fait, c'est qu'on s'est aperçu que dans le cloud hybride, vouloir avoir un catalogue de services unique, ça demandait de pouvoir partager ses ressources, et donc les tenir à jour. Ça, c'est la première chose. Le coût associé à ça, à la sécurité. C'est-à-dire quand vous ouvrez pour dire, ce que je veux pouvoir faire, c'est quand même un catalogue de services qui est simple. Créer une VM, créer un disque, créer un operating system, créer une base de données. Et là, c'est ce qu'on appelle du IaaS chez nous, l'infrastructure as a service, puisque c'est des services basiques, pas encore métiers. Vous ouvrez des flux qu'il faut pouvoir sécuriser. Donc la mise en place d'une sécurité sur un cloud hybride, c'est avéré, dans certains cas, par rapport à l'usage, très très onéreux et donc disproportionné. Donc on a vu apparaître, dans un deuxième temps, la notion de multi-cloud. C'est de dire, mais pourquoi ne pas garder l'environnement cloud privé, même s'il est multisite, de l'entreprise isolé de l'environnement public, et plutôt de se servir d'une couche au-dessus, qui serait de l'automatisation, pour créer les environnements, en s'appuyant simplement sur l'interface du cloud public, et venir simplement peupler, avec mes données, ce que j'ai besoin. Là, on va parler de deux challenges importants. C'est qu'à partir du moment où on veut séparer la partie sécurité et maintien en conditions opérationnelles, vous avez deux choses pour pouvoir créer des applications d'entreprise qui discutent à la fois dans le cloud public et à la fois dans votre entreprise. C'est la gestion de la donnée. On va en parler avec Vim, mais elle est cruciale. Vous devez aujourd'hui avoir une gestion de la donnée qui est globale, en disant, j'ai ma donnée dans mon entreprise, avec mes problématiques de conformité. Si je suis dans la défense, j'ai la loi programmation militaire. Si je suis dans la santé, j'ai HADS. Si je suis dans la banque, j'ai le SOC. Chaque secteur a ses propres normes et réglementations. Rajoutez à ça le GDPR qui nous est arrivé dessus et qui vient prendre toute l'Europe et tous les utilisateurs européens. Vous avez quelque chose qui demande aujourd'hui d'être hyper contrôlé, hyper tracé. Donc la gestion de la donnée, que vous la sortiez de l'entreprise, que vous la remettiez, il faut savoir ce que vous mettez, où vous le mettez, et quels sont les risques indus pour l'utilisateur final, ou pour votre entreprise, suivant comment vous êtes légiféré. À ce titre-là, ça a fait deux choses, ce multi-cloud. C'est que ça a mis en exergue les solutions qui nous permettaient de dire, j'ai de la donnée chez moi, je sais où je la mets à l'extérieur, je sais comment la rapatrier, ce qu'on appelle la réversibilité dans notre jargon, mais je sais aussi comment la sécuriser, et Vim est un acteur majeur de cette partie-là. La deuxième chose a été le besoin d'automatisation. C'est-à-dire, pour créer ça, il faut créer des environnements à la volée. Et là, vous avez avec VMware un module qui s'appelle vRealize Orchestration, excusez-moi, du terme technique, mais qui va vous permettre de dire comment au-dessus de mon cloud privé fait avec VMware, je vais pouvoir gérer des ressources internes et externes sans forcément hybrider le tout. Alors, on viendra sur cette notion d'automatisation parce qu'évidemment, elle est essentielle. Si on continue sur cette idée donc de cheminement cloud hybride puis multi-cloud, donc vous, VMware, vous avez des partenariats avec des grands opérateurs de cloud, et le plus important, évidemment, c'est AWS, et c'est un de vos partenariats privilégiés, mais il y en a d'autres. Qu'est-ce que vous avez à proposer, je dirais, dans ce domaine du multi-cloud en fonction des partenariats que vous avez déjà
déjà engagés et quel type de partenariat finalement? Alors, je crois qu'il faut bien revenir sur les objectifs du cloud hybride avant de parler des partenariats. Les objectifs, à mon sens, sont à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la liberté de choix. C'est-à-dire la liberté de choix du fournisseur de cloud public qui va complémenter le cloud privé pour en créer un multi-cloud ou un cloud hybride. Donc c'est aujourd'hui AWS parce que j'ai besoin d'aller chercher des services spécifiques AWS pour pouvoir faire mes développements en intelligence artificielle, en machine learning, etc. Oui, ce que vous êtes en train de dire, aussi... c'est que finalement chaque opérateur de cloud va... Bon, il y en a qui sont généralistes, si je puis dire, ils font tout, mais il y en a qui sont un peu spécialisés sur certains domaines. Donc on devrait choisir en fonction de ça. Exactement. En fonction du projet, en fonction du développement applicatif, on va aller chercher le bon service au bon endroit. On est vraiment dans une réflexion de quoi j'ai besoin pour faire fonctionner mon application, ma future application de marketing ou autre. De quoi j'ai besoin à l'instant où je développe mon application. Je vais avoir besoin d'un service qui n'est fourni que par l'un ou par l'autre, qui n'est pas fourni au même prix par l'un et par l'autre. Et donc j'ai besoin de faire ce choix-là. Donc ça, c'est cette notion de multiplicité. Et pour ça, on a des solutions qui commencent à arriver sur le marché chez VMware, qui nous permettent de créer des blueprints, c'est-à-dire un catalogue de services qui est suffisamment intelligent pour, lorsque je déploie mon service, en fait, il va vérifier si j'ai pas mis des hashtags finalement dans mon blueprint, disant, je sais pas, hashtag machine learning. Dans ce cas-là, si le hashtag est découvert, ce sera chez tel service provider, AWS, Google, peu importe. Donc en fait, c'est une sorte d'affectation intelligente sur le cloud qu'on veut choisir. Mais à partir d'un seul et même blueprint standardisé. Et c'est ça, dans l'automatisation, ce qu'on recherche, c'est le catalogue de services. C'est-à-dire, c'est faire en sorte, finalement, qu'on n'ait pas à faire trop d'orchestration. Et c'est une discussion qu'on a souvent avec Yves Pellemans sur la différence entre l'automatisation et l'orchestration. L'orchestration, c'est je vais avoir besoin d'aller récupérer une adresse IP dans un logiciel de mise à disposition d'adresse IP, donc je vais aller taper dans ce logiciel-là via un ordonnanceur. L'automatisation, c'est autre chose. C'est je donne à un développeur, à un utilisateur, un catalogue de services et il n'a plus besoin de se préoccupé d'aller orchestrer la mise à disposition de telle ressource réseau, la mise à disposition de telle ressource stockage, la mise à disposition de tel logiciel, puisque tout est déjà préintégré. Donc ça, c'est la notion de multiplicité de cloud est extrêmement importante chez VMware. On parle de ces sociétés avec lesquelles on a des partenariats comme AWS, mais c'est le fronton finalement de nos partenariats. On a 4300 service providers dans le monde qui fonctionnent sur une couche de Software Defined Data Center. Je mets juste de côté la partie uniquement compute parce qu'ils font aussi le stockage et le réseau, donc de l'hyperconvergence. Et avec ces 4300 service providers, on est sûr d'aller trouver la bonne ressource en fonction de ses contraintes de sécurité, par exemple, en fonction de ses contraintes de réseau, en fonction de la proximité qu'on va avoir géographique, par exemple, avec ces service providers. Le deuxième aspect qui est extrêmement important, c'est la réversibilité, qu'a mentionné Yves Pellemans, et cette notion de mobilité. J'aime beaucoup prendre cet exemple. Quand on est administrateur VMware, on se souvient de la première fois où on a migré une machine virtuelle à chaud d'un serveur vers un autre serveur. Ça c'est arrivé à pas mal d'entre nous. Ça a donné quelques frissons, je suppose. Généralement, on montrait une vidéo qui tournait, on faisait bouger la machine virtuelle d'un serveur à un autre, la vidéo continuait à tourner. Il y avait un effet waouh. C'était un effet waouh indéniable. Tout à Désormais, c'est même plus une promesse, c'est-à-dire qu'on arrive déjà à le faire à l'heure actuelle. On est capable de faire des migrations massives de data center à chaud d'un data center privé vers un service provider. C'est-à-dire que demain, on commence à se dire mais peut-être que je vais revoir ma notion de disaster recovery. Pourquoi avoir une salle blanche qui attend mes workloads en cas de problème de mon data center primaire? Est-ce qu'il serait pas plus intelligent de travailler avec un acteur de cloud public juste pour le temps où je vais avoir à reprendre? Donc c'est ça l'objectif je dirais l'objectif double, à la fois la liberté de choix du service provider dans lequel on va aller chercher du débordement ou chercher du disaster recovery, et puis la notion de réversibilité à chaud ou pas à chaud. Et pour ça, on a besoin d'avoir des infrastructures qui soient compatibles. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être sûr que ma machine virtuelle, elle va migrer avec sa sécurité réseau, avec
son adresse IP, pourquoi pas, avec je dirais les KPI en termes de disponibilité, en termes de performance, pour être sûr que j'aurai exactement le même ressenti pour l'utilisateur lorsque il y aura cette migration. Alors, Stéphane Berthaud, finalement, en quoi ces notions de cloud hybride, vous avez déjà un peu abordé la question, mais compliquent votre travail. Et il y a peut-être un élément aussi qu'il faut rappeler au client, c'est que c'est lui qui est responsable de la protection de ses données et lorsqu'il les a confiées au cloud. Donc ça, c'est une première chose. Et on parle beaucoup de réversibilité. Est-ce que vous avez déjà des exemples concrets? Parce que on dit sur le papier, on signe le contrat, on dit vous inquiétez pas, c'est réversible, etc. Mais est-ce que concrètement, vous avez des exemples de clients qui l'ont fait et qui l'ont fait sans dommage? Alors, plusieurs questions, oui. Effectivement. En ce qui concerne la question de la réversibilité, alors peut-être même revenir effectivement sur les engagements pris par les grands cloud hyperscale, les grands service providers, sur les engagements en termes de disponibilité. C'est vrai que il y a souvent une grande confusion qui est faite entre les SLA, les niveaux de services garantis qui sont proposés et qui sont des engagements contractuels de ces grands cloud providers, qui concernent en fait la résilience des infrastructures. Et ce sur quoi ils s'engagent. Ils s'engagent sur un certain nombre de points, donc la résilience, la capacité à avoir différents data centers redondés, le fait que si un data center tombe ou un serveur tombe, il redémarre ailleurs sans interruption. Donc ça, c'est à la base de ce qu'ils fournissent. Ils fournissent également, ils s'engagent sur tout ce qui est sécurité d'accès, etc., etc. Il y a un élément sur lequel ils ne prennent pas d'engagement, c'est l'aspect data elle-même, la conservation des données. Qui est quand même le plus important. Qui est le plus important, mais qui, dans leur modèle, alors chaque cloud provider a sa définition précise, mais chacun a ce qu'on appelle un shared responsibility model, qui décrit précisément ce sur quoi eux s'engagent et ce sur quoi le client reste responsable. Et l'élément majeur qui ressort de ça, c'est effectivement que la responsabilité des données reste de la responsabilité du client. C'est sa propriété, c'est ses données, qu'elles soient migrées dans un cloud public et ensuite perdues, corrompues, effacées pour une raison X ou Y. Le cloud provider, dans le cadre d'un best effort, essaiera peut-être de les remettre à disposition, mais ne s'engage pas à les restituer. Donc, est-ce que les clients sont conscients de ça? Pas toujours, non. Certains en sont conscients et dans ces cas-là, effectivement, la discussion est facilitée. Pour d'autres, effectivement, il faut bousculer un petit peu l'idée reçue. Parfois, on a des projets qui ont été déjà migrés vers le cloud public avec l'idée que c'est entièrement sécurisé. Donc, quand on vient un petit peu challenger cette vision-là, cette idée reçue, effectivement, parfois c'est pas forcément confortable pour les clients de se dire que finalement, oui, ces données, elles ont besoin d'être protégées comme elles le seraient dans un cadre classique d'un data center. En fait, ce qui se passe très souvent, c'est que on choisit de migrer une application qu'on gérait soi-même vers une plateforme SaaS. Et la plateforme SaaS, même principe, la gestion des données reste la responsabilité du client. Je pense à notamment des plateformes de messagerie collaborative en cloud, sans citer de nom. Effectivement, très souvent on se dit, puisque je mets ma messagerie chez Microsoft, pour pas les nommer, je m'en préoccupe plus, il se charge de tout. Et on voit effectivement, quand on regarde les différents scénarios possibles de perte de données, c'est-à-dire effacement volontaire par un salarié, suppression du contenu de sa messagerie et effacement de la corbeille qui va avec, parce que les gens en général s'arrêtent pas au plus simple, ils vont aller un petit peu plus loin. Également arriver à un certain seuil pour des gens qui sont à une certaine durée, pour des gens qui sont des contractuels, pour des gens qui quittent la société, etc., etc. Il y a plein de cas de figure où les données ne sont pas conservées, quelle que soit l'offre à laquelle on a souscrit chez Microsoft. Et donc, tout comme il faut une solution de protection de données dans son data center, on-premise, on a besoin du même niveau de protection et de conserver les données de la même façon. Alors, on peut imaginer les conserver à côté dans le même cloud public, en utilisant une solution tierce mais qui s'appuie sur ce cloud public. C'est une réponse partielle, mais effectivement, idéalement, on va, si on veut répondre vraiment à tous les best practices de protection des données, avoir une externalisation, une copie externalisée de ces données pour, en cas de besoin, être capable de les remettre à disposition. Et donc là, ces infrastructures qui sont hybrides aussi, les infrastructures de messagerie qui peuvent être à la fois des boîtes mail dans le cloud et des boîtes mail on-premises pour certains utilisateurs. Cette capacité à protéger dans les deux environnements et à réinstancier, restaurer dans un environnement ou dans l'autre, elle est effectivement cruciale et
elle permet justement, ce dont on parlait tout à l'heure, aussi une réversibilité, c'est-à-dire la capacité à sortir d'un fournisseur de cloud pour aller vers un autre ou pour réinternaliser. Et donc ça vous avez vu des cas où ça s'est produit et ça s'est fait sans trop de difficultés, ou des cas concrets? Si ça a été prévu dès le départ, oui. On parlait tout à l'heure de la difficulté que ça posait pour nous. C'est pas forcément une difficulté, c'est plutôt des possibilités qui se démultiplient. Notre capacité à réinstancier des workloads créés et en production dans un environnement VMware par exemple, et de les redémarrer dans un environnement AWS EC2 ou Azure, ou inversement des workloads tournant dans Azure qu'on va redémarrer dans EC2 ou au format VMware. Cette capacité-là, elle permet à la fois de répondre à des cas de figure de perte de données, de besoin de redémarrage. Alors, Hervé Oligny tout à l'heure parlait d'imaginer des disaster recovery pour lesquels on confie le secours, on utilise le cloud public comme étant le data center de secours. Effectivement, dans ce type de projet, la capacité à faire une conversion de format quand on remet à disposition les données dans ce cloud public, extrêmement intéressante. Donc les cas de figure qu'on peut rencontrer chez les clients, effectivement, c'est certains workloads qui ont été migrés dans le cloud public et qui à un moment donné sont trop consommateurs, donc vont générer des coûts trop importants, on va souhaiter les réinternaliser. Tout l'intérêt de cette gestion cloud hybride, c'est d'avoir des choix, comme on le disait tout à l'heure, et pouvoir revenir en arrière, pouvoir se tromper, décider que telle application à un instant T est critique et on va préférer l'avoir on-premises dans son data center et puis la migrer au bout d'un certain temps. Voilà, cette capacité à avoir la flexibilité, la réversibilité à tout moment pour gérer ces données de façon absolument homogène. Il y a un dernier point que vous avez déjà un petit peu abordé, mais qu'on va compléter là maintenant. Cette vision-là, elle est assez enthousiasmante, parce qu'en gros, c'est un peu la vision qu'on avait de l'informatique il y a 20 ans, 30 ans, sauf qu'évidemment, on en était très très loin. Ça arrive, sauf que malgré tout, ça a l'air relativement simple, mais ça l'est pas tant que ça. Et puis, il est évidemment hors de question de pouvoir gérer tout ça manuellement. Donc, le maître mot, c'est automatisation. Alors, je commence avec vous, Yves Peillemans. Est-ce qu'on a les outils pour ça? Et dans cette automatisation, où en sont vos clients? Est-ce qu'ils ont mis déjà des choses en place? Et d'ailleurs, entre parenthèses, on pourrait dire que finalement, c'est un peu comme, je sais pas moi, dans un avion, finalement, le pilote automatique, il est sans doute plus sûr que le pilote manuel. Alors, ça c'est vrai dans la notion d'industrialisation, on en reparlera. Je vais dire deux choses sur l'automatisation. Déjà, on parlait tout à l'heure de l'hyperconvergence, de la virtualisation, du catalogue de services. Tout ça nous vient du cloud public, c'est-à-dire qu'on a voulu faire de l'informatique hyper standardisée. D'accord, ils ont mis des ingénieurs qui ont créé des boîtes hyper standardisées, qui n'ont pas créé de processeurs, ni de mémoire, ni de disques. Ils ont créé des boîtes avec des processeurs, des mémoires et des disques qui existaient. D'accord, ils ont mis de la virtualisation. Ils ont fait des catalogues de services, et après ils ont dit, pour que ça coûte le moins cher possible, ou que ce soit le plus adaptable possible, et le plus standard possible, je vais automatiser les tâches. Qu'est-ce qu'on fait dans la data center privée aujourd'hui? On fait exactement le même modèle. Donc on a dit qu'on est arrivé sur la virtualisation en 2011, qu'on a massifié cette virtualisation, qu'on a commencé à faire des catalogues de services, c'est-à-dire à les transformer en cloud privé, d'accord, et qu'on essaye aujourd'hui d'automatiser les tâches. Alors deux choses, vous allez me dire, mais pourquoi ça existe dans le cloud public, tout le monde fait? On pourrait aujourd'hui faire un pas. Parce que je vais faire quand même une analogie entre ce qui m'arrive moi dans ma vie de tous les jours par rapport au cloud public et au cloud privé. Moi, tous les jours, je me déplace assez souvent pour venir dans une ville ou dans une autre, parce que chez Actiance, on est partout en France, on a 54 sites en France présents, donc je me déplace partout pour aller voir des clients. Et là, il y a un truc qui est génial, ça s'appelle l'hôtel. L'hôtel, c'est génial pour moi. Pourquoi? Parce que c'est pas très cher la nuit, une centaine d'euros. Mais pour une nuit, pas à l'année. Voilà. Et que ça m'apporte le service qui va bien, c'est-à-dire que j'ai une chambre propre, un lit propre, des draps propres, une douche et des toilettes. Et je suis très bien comme ça. Par contre, si je rentre chez moi et que je dis à ma femme, écoute, j'ai trouvé la solution, on va aller vivre à l'hôtel, tous ensemble, avec mes 5 enfants, mais là, il faut nos 5 enfants, portefeuille. je pense que, à 100 € la nuit, ça commence à faire un coût compliqué. 2, c'est un service hyper standardisé, donc il faudrait accepter de vivre dans la même chambre, d'avoir pas d'espace les uns les autres, d'accepter qu'il y ait des inconnus qui soient dans le couloir quand je sors, d'accepter de ne pas avoir de pièces communes, de vie, etc., etc., etc. Et si je veux ça dans un hôtel, ça va me coûter très, très, très cher. C'est exactement ça l'analogie du cloud public et privé. Pourquoi le cloud privé existe encore? Pour des notions de confidentialité, mais surtout pour des problématiques de production. Quand vous voulez produire de l'IT, de l'énergie numérique,
performante, disponible. On parle de 99,9 de disponibilité minimum. Hein, là, on commence à parler de distribution. D'accord ? Avec une sécurité que vous maîtrisez. Donc, non partagée. D'accord ? Et avec des utilisateurs que vous connaissez, donc un peu chez vous, eh ben, il n'y a rien de mieux que votre data center en termes de coût. Et donc, aujourd'hui, l'automatisation est arrivée dessus. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, OK, mais quels sont les arrêts de production majeurs que l'on rencontre dans les data centers ? L'erreur humaine. C'est-à-dire que quand vous prenez des tâches qui sont faites tous les jours, tous les mois, tous les ans, de façon identique, de façon répétitive, si vous faites faire ça à des êtres humains, comme tout humain qui se respecte, un jour, je vais passer une étape et je ne vais pas la respecter. Je prends l'exemple souvent du support. Quand vous faites du support sur une problématique de sauvegarde, c'est une problématique de sauvegarde, parce qu'une sauvegarde a échoué, vous faites un niveau 1. Ce niveau 1, tout compte fait, vous allez faire quoi ? Vous allez mettre des gens qui vont dire, OK, je vais essayer d'éliminer 50% des causes probables de l'incident. Je vais vérifier s'il y a bien l'agent, s'il y a bien le réseau, s'il y a bien là. Si tout est passé, je le remets en sauvegarde. Si ça passe, c'est un revenu conforme. Si ça passe pas, je suis en niveau 2. Le niveau 2, c'est pour passer de 50 à 80% des causes probables. Donc là, je vais vérifier la version, je vais vérifier que les données soient là, je vais vérifier que le service soit actif, et je vais le remettre en service. Si ça passe, c'est conforme. Si ça passe pas, c'est non conforme. Et là, tout compte fait, vous passez ça à un niveau 3. Là, c'est des gens qui vont dire, c'est pas un incident probable dans les 80% des cas, donc je dois chercher quelque chose d'improbable. Et là, vous avez besoin de l'être humain. Mais si en niveau 1, en niveau 2, vous avez mis des êtres humains, 1, ça vous coûtait cher, mais 2, il est possible que dans le test des causes probables, il en ait oublié une, et que ça soit celle-là, et on va pas aller chercher. Et là, vous avez de l'incidentologie niveau 3 qui dure très longtemps. Donc si vous avez bien suivi, 1, le coût est disproportionné par rapport au service, 2, le risque est disproportionné par rapport à la qualité de service que vous avez, et 3, ça se reporte sur votre niveau 3, où là, les humains, vous en avez vraiment besoin. Donc si vous voulez être efficace dans un data center, toutes ces tâches qui sont répétitives, je l'ai pris sur le backup, on peut le prendre sur la création d'environnement, la suppression d'environnement, l'archivage de données, le stockage de données, le déplacement de données, la réplication de données, enfin tout ce que vous avez pour créer de l'énergie numérique. 80% des tâches d'un data center peuvent aujourd'hui être automatisées. On est au début de la virtualisation. Vous vous rappelez ? On disait 80% à virtualiser. Ben là, on est au tout début. La deuxième question que vous aviez, c'était est-ce que les outils existent ? Aujourd'hui, l'environnement existe. Massivement virtualisé, parce que tout compte fait, on appelle ça l'infrastructure as a code. C'est-à-dire comment, aujourd'hui, une infrastructure logicielle, je vais pouvoir la piloter par du logiciel. Oui. 2, les grands acteurs et grands standards ont été faits. Dans le cloud public, sur l'open source, dans le cloud privé, sur VMware, avec des environnements d'automatisation et d'orchestration. 3, il reste des infrastructures physiques qu'il faut piloter. J'en citais un, mais je pourrais en citer d'autres. Vous avez des environnements comme Ansible, qui sont des choses qui vont venir, aujourd'hui, automatiser des tâches physiques, de façon à pouvoir démarrer un serveur physique, préconfigurer un serveur physique, reconfigurer un switch physique, parce qu'il y a des éléments qui, malgré tout, n'oublions jamais que quand on parle de cloud, il y a quand même au bout un câble, un élément actif qu'il faut refaire. Et donc, ça, on ne pourra jamais y échapper, vous êtes bien d'accord ? Comment ? On ne pourra jamais y échapper. Non, parce que il y aura toujours des machines. Que c'est un nuage, c'est quand même... C'est des machines. C'est le serveur de quelqu'un d'autre. Un cloud, c'est juste le serveur de quelqu'un d'autre. Alors justement, puisque vous parliez des outils qui existent, est-ce que vous, chez VMware, on parle d'automatisation, est-ce que les outils que vous proposez à vos clients se rapprochent de plus en plus de ce qui est disponible sur le cloud public ? Et est-ce qu'il y a des technologies nouvelles qui arrivent, qui peuvent aider à faire ce genre de choses? Je pense à l'intelligence artificielle, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, je ne vais pas me lancer dans un débat sur l'intelligence artificielle. Non, c'est pas l'objectif. Néanmoins, on en met beaucoup, de plus en plus, en tout cas, dans tout ce qui est incidentologie, par exemple. C'est un très bon exemple. On a la capacité de, finalement, voir très rapidement avec des solutions VMware les dérives d'un serveur par rapport à des canons de sécurité qu'on aurait identifiés et préprogrammés. Et ça, derrière, c'est toute une machinerie d'intelligence artificielle qui est auto-apprenante, qui permet de faire ça. Pour revenir sur l'aspect automatisation, je pense qu'on est de plus en plus dans un monde d'énergie numérique, un monde digital. La valeur d'une entreprise se retrouve finalement dans les logiciels qu'elle va produire, qu'elle va mettre à disposition de ses clients, qu'ils soient des clients internes ou externes. On dit souvent aujourd'hui que finalement toutes les entreprises aujourd'hui sont des entreprises logicielles. Exactement. Et donc on s'adresse de plus en plus à des développeurs.
Et on est dans un monde du DevOps, c'est-à-dire que on a, nous venant du data center privé, on avait l'habitude de travailler avec des opérateurs, avec des opérateurs de virtualisation, et on travaille de plus en plus avec des développeurs. On parle de containers, Yves Pellemans a parlé d'Ansible. On a besoin d'être totalement intégré par rapport à ces nouveaux usages de développement. Faire du drag and drop, je veux telle machine virtuelle de telle taille, sur tel service provider, avec tel type de réseau, telle sécurité, etc. Mais le développeur, lui, ce dont il a besoin, c'est d'une API. Et donner au développeur, finalement, ce qu'il aime, c'est-à-dire du code, des API, qu'il peut appeler, qu'il peut consommer également, et à l'opérateur, celui qui va créer finalement le catalogue de services en fonction des besoins des développeurs, quelque chose de facile pour pouvoir créer le plus rapidement possible ces blueprints. Et ça, c'est déjà à l'heure actuelle disponible, et c'est disponible quel que soit le cloud, que ce soit votre cloud privé, ou que ce soit le cloud d'Amazon, le cloud de Google, le cloud d'Azure, ou le cloud de n'importe quel service provider. On a cette capacité à pouvoir montrer un langage, donner un langage commun entre ces deux mondes pour les rapprocher le plus possible et faire en sorte que le temps de mise à disposition des nouveaux services soit le plus court possible pour aller chercher toujours plus d'efficacité dans la mise à disposition de ces services numériques des entreprises. Très bien. Alors, automatisation au niveau des données, chez Vim, qu'est-ce que vous avez à apporter dans ce domaine? Alors, on part déjà d'un constat chez Vim, c'est que trois tendances lourdes autour de la donnée changent complètement la donne. L'explosion, l'éparpillement. Voilà, l'explosion, c'est effectivement la plus connue, elle est prédite et elle n'est pas prête de s'arrêter, celle-là. Elle s'amplifie encore parce qu'on n'avait pas prévu encore l'explosion des terminaux, de tous les devices qui vont générer par personne, par utilisateur, par être humain, des quantités de données absolument faramineuses. Ça, c'est la plus connue. Une plus récente, c'est l'hypercriticité de ces données, puisqu'elles sont devenues à la fois génératrices de plus de valeur, donc il faut être capable justement de les conserver pour en tirer de la valeur dans de nouveaux usages, de nouveaux business models, dans tous les contextes de transformation digitale, et puis également critiques dans la mesure où elles sont protégées maintenant aussi par des réglementations qui font que si on respecte pas un certain nombre de normes et de règlements, on est dans ce cas-là effectivement potentiellement sujet à amende ou redressement. Donc ça, c'est un deuxième sujet. Le troisième, c'est effectivement, vous l'avez dit, la dispersion. C'est-à-dire que ces données, avant, elles étaient très facilement localisables. On pouvait aller dans son data center et pointer du doigt la baie de stockage qui contenait les données des bases de données. On pouvait pointer du doigt le serveur de fichiers qui contenait des données non structurées. Et c'était très, très simple. Maintenant, les données, comme on le dit, elles sont dispersées dans une quantité d'environnements. Et pour une même application, on va se nourrir d'une base de données qui va tourner dans son data center, d'une plateforme SaaS et de données qu'on va retrouver encore chez un fournisseur de cloud public. Donc, notre conviction, c'est que la façon dont on protégeait les données historiquement, de façon comment dire, prévue à l'avance, anticipée, suivant des règles, des politiques définies à l'avance, devient de moins en moins tenable. Et effectivement, l'erreur humaine reste le plus gros risque dans la gestion de ces données. Que donc là, cette massification, cette dispersion fait que ça devient quasiment impossible de passer au travers de ce risque humain. Et donc, on estime qu'on va aller de plus en plus vers une gestion de la donnée intelligente qui va se baser beaucoup plus sur des événements, des comportements. Alors un événement, ça peut être une intrusion dans un réseau, ça peut être une quantité de données qui est très subitement lue et réécrite, donc encryptée par exemple à la volée, qui pourrait donner le signe qu'on est en train d'être victime d'une attaque ransomware par exemple. Ça peut être un comportement utilisateur anormal par exemple. Donc tous ces événements vont générer au travers d'API d'une automatisation entre les composants réseau par exemple qui vont détecter une intrusion et notre plateforme qui va recevoir l'information, déclencher une prise d'image instantanée au niveau d'une baie de stockage ou d'un système de stockage pour prendre une image immédiate des données, la sécuriser, la déplacer dans un endroit sécurisé, couper du réseau, etc. Donc pour nous cette évolution, elle est
de toute façon indispensable par les tendances actuelles. Donc il y a diverses étapes. À l'heure actuelle, quand on parle chez nous d'automatisation, on commence effectivement de la même manière que VMware aussi sur de l'incidentologie avec ce qu'on appelle l'Intelligent Diagnostics, qui nous permet de collecter tous les événements qui se passent au niveau de serveurs Vim Backup, qui vont être analysés, processés par un serveur en liaison avec Vim, pour se baser sur des articles de base de connaissances, pour se baser sur des signatures d'incidents qui vont permettre de résoudre les fameux 80% d'incidents probables et limiter les efforts de recherche effectivement au minimum. Et puis il y a aussi tout l'aspect orchestration dont on a parlé, où tous les sujets de disaster recovery, qui sont des sujets complexes, qui sont très souvent pas à jour, puisque un disaster recovery, un plan de secours, vu l'évolution rapide des infrastructures, les créations de nouvelles instances, etc., il n'est jamais complètement à jour. Donc la capacité à dynamiquement créer des plans de secours, les documenter, les mettre à jour en temps réel, c'est quelque chose qui est proposé dans notre plateforme depuis 1 an maintenant, au travers de notre orchestrateur. Et donc ça répond aussi à ce besoin d'automatisation maximum, même si on parle d'orchestration là, et l'automatisation est encore un autre sujet. Très bien. Alors écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet, assez détaillé. Je dirais que l'objectif de tout ça, c'est de proposer des infrastructures IT qui soient à la fois souples, flexibles et qui coûtent pas trop cher. Sauf que le chemin pour y arriver n'est pas toujours très simple. Si vous aviez un conseil à donner en 1 ou 2 phrases, un conseil à donner à un client qui a déjà engagé un tel chemin, lequel serait-il? Alors là, je vous laisse ouvert. Je sais pas qui. Je pense que moi, pour ma part, le premier conseil va être de dire analysons ce que l'on veut faire et regardons à quel point nous pouvons automatiser le process dans l'entreprise. Il y a 2 choses. On a des clients aujourd'hui qui font une transformation digitale. La DSI est là pour fournir de l'énergie numérique sécurisée et tamponnée. Le data center Next Generation sera en cloud privé et sera automatisé. Très bien. Je pense que tout est possible, finalement, si on s'en donne les moyens, tout est possible, quel que soit le cloud, quel que soit le développement qu'on veut faire, mais peut-être que tout n'est pas recommandable, et aller chercher les fruits les plus mûrs, c'est-à-dire que par exemple l'hyperconvergence, c'est ce qui est le plus mature à l'heure actuelle. Les service providers l'utilisent depuis des années. Je pense que c'est le premier pied à l'étrier pour pouvoir casser les silos dans les entreprises, mais sans faire de mal à personne, hein, bien évidemment, mais faire en sorte que les gens se remettent à parler. Et ne pas oublier que l'automatisation va venir naturellement à partir du moment où on aura commencé à rassembler ces silos entre eux et à les faire dialoguer. Et l'automatisation leur permettra un meilleur dialogue. Donc ça veut dire bien respecter des étapes. Les étapes ne pas les brûler. Vont aller ensemble, ne pas les brûler, ça c'est important. Stéphane Berthaud, un conseil? Alors, je pense que en l'état actuel, il y a un éventail de possibilités qui s'offrent à nos différents clients. Et effectivement, comme le dit Yves, analyser les différents besoins, choisir la solution adaptée et pas forcément adopter une approche ultra standardisée pour tout ce qu'on fait, mais surtout se poser systématiquement la question de la réversibilité. Se donner le droit à l'erreur et envisager la possibilité de revenir en arrière ou de choisir une autre solution pour ne se fermer aucune porte et être capable de conserver cette agilité. Très bien. Bah, écoutez, je crois qu'on a donné pas mal d'éléments. On n'a plus qu'à espérer que nos lecteurs suivent vos conseils. En tout cas, messieurs, merci beaucoup. Merci. Au revoir.